Évoquons ensemble effectivement certains des aspects de la relation entre l'architecture et l'artisanat. En tant qu'historienne, je vais quand même m'appuyer sur un texte d'Adolf Loos, qui est un texte qui date de 1910 et qui est relativement précurseur par rapport à certains de ces aspects. Il s'appelle Architecture. Donc je vais en citer deux extraits. Le premier qui est le suivant. Voulez-vous vous laisser conduire au bord d'un lac des Alpes? Le ciel est bleu. L'eau verte, tout repose dans une paix profonde. Les montagnes et les nuages se reflètent dans cette eau, et aussi les maisons, les fermes et les chapelles, qui ne ressemblent pas à des œuvres de l'homme, mais paraissent sorties du même atelier divin que les montagnes et les arbres, les nuages et le ciel bleu. Mais qu'est ceci? Une note fausse trouble cet accord. Parmi les maisons des paysans, une villa jette un cri désagréable et inutile. C'est l'œuvre d'un architecte, d'un bon ou d'un mauvais architecte? Je n'en sais rien. Je sais seulement qu'il n'y a plus de paix, de repos ni de beauté. Comment se fait-il que l'œuvre d'un architecte, bon ou mauvais, souille le lac? Le paysan ne le souille pas, ni l'ingénieur qui bâtit une ligne de chemin de fer sur la rive ou dont le bateau creuse des sillons dans le miroir clair. C'est qu'il travaille autrement que l'architecte. Le paysan trace un fossé dans l'herbe et fait venir le maçon. S'il y a de l'argile dans le voisinage, il y a aussi une tuilerie qui fournit les briques. Sinon, on prend la pierre du rivage. Et tandis que le maçon assemble les briques ou les moellons, le charpentier a déjà établi son chantier. La hache chante, il fait le toit. Un toit beau ou laid, il n'en sait rien, le toit. Et ensuite, le menuisier prend la mesure des portes et des fenêtres, et les autres viennent qui prennent leurs mesures et vont dans leur atelier et travaillent. Et alors, le paysan remue la chaux dans un grand baquet et badigeonne sa maison d'un beau blanc frais. Mais il met de côté le pinceau dont il aura besoin aux prochaines Pâques. Il a voulu bâtir une maison pour lui, sa famille et ses bêtes, et il y a réussi. Son voisin ou son grand-père ont réussi de même. Il bâtit sans effort, comme l'animal que guide son instinct, et sa maison est aussi belle qu'une rose, qu'un chardon, qu'un cheval ou qu'une vache. L'architecte, au contraire, bon ou mauvais, souille le lac. C'est que l'architecte, comme la plupart des habitants des villes, n'a pas de culture. Le paysan qui a une culture est sûr de son affaire. Voilà un premier extrait qui pose effectivement clairement la question de la relation de l'architecte à l'histoire, à la culture, de son inscription en fait, de sa capacité à inscrire ses constructions dans le territoire. Et il pose le paysan et l'artisan comme seul garant de ce savoir-faire et de ce bon sens en tous les cas. Je vais continuer en fait ce petit texte avec un tout petit peu plus loin. Il y a un passage sur le dessin, c'est extrêmement intéressant. Donc Adolf Loos rajoute la chose suivante. Mais il y a encore une autre raison qui a permis à l'architecte de supplanter le maître maçon. Il a appris le dessin. Et comme il n'a rien appris que le dessin, il sait dessiner. L'ouvrier ne savait pas dessiner. Il avait la main lourde. Les plans des vieux architectes sont gauches et malhabiles. Le moindre élève architecte fait bien mieux. Par la faute de l'architecte, l'art de bâtir s'est dégradé, devenu un art graphique. L'architecte bien achalandé, primé dans les concours, n'est pas celui qui sait le mieux bâtir, mais celui dont les projets se présentent le mieux sur le papier. Or, le meilleur dessinateur peut être un mauvais architecte, le meilleur architecte un mauvais dessinateur. Les vieux maîtres se servaient du dessin comme d'un langage pour parler aux ouvriers. Voilà le second extrait, et effectivement ce texte est complètement d'actualité, on est en 1910, mais les choses n'ont pas tellement changé, si ce n'est qu'on a quand même largement perdu le savoir-faire des entreprises, et notamment par rapport à la question de l'artisanat. L'artisanat s'est un peu dissous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où l'art d'habiter, comme le décrivait Ivan Illich, s'est disloqué au profit du choix ou du non-choix d'ailleurs de constructions qui sont pensées comme des objets de consommation, il est effectivement nécessaire, urgent, de réinscrire l'homme dans son territoire, de faire acte d'écologie au sens large, et dans ce cadre-là, effectivement, de penser l'architecture comme une pratique artisanale savante. Alors, je me souviens d'un étudiant en architecture qui s'est reconverti à la suite d'un stage chez Martin Roux, qui s'est reconverti, enfin qui a créé son entreprise de maçonnerie avec une spécialité de mise en œuvre de la terre crue. Et je pense que c'est sans doute à l'architecte, à l'architecture finalement de susciter de nouvelles vocations d'artisans,
de soutenir de nouveaux savoir-faire qui soient effectivement en lien avec les traditions séculaires. Voilà.